D'Abidjan à Porto Novo, en passant bien sûr par Accra au Ghana, la crainte d'un effondrement des régimes militaires de l'AES sous la pression des groupes djihadistes demeure une véritable hantise pour les gouvernements. Le risque de l'établissement d'un califat aux frontières nord de la Côte d'Ivoire doit-il être pris au sérieux? La question est débattue dans ce numéro de Devoir de vérité avec nos consultants sur ce plateau. Alafi Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan, bonjour. Bonjour. Et merci encore d'être avec nous pour cet autre numéro de Devoir de vérité. Toujours avec plaisir. Jean-Richard Nguesson, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonjour également. Bonjour Raymond et merci de me recevoir. Bienvenue à vous également. Alors, Alafi Wakili, je me tourne d'abord vers vous. L'on constate donc une multiplication des attaques, des incidents sécuritaires dans le Sahel. Hier, par exemple, le 11 décembre, l'on signale environ 2 attaques dans la province de Tillabéri au Niger, avec des centaines de morts, dont 91 militaires nigériens au moins, qui auraient perdu la vie dans une énième attaque djihadiste. Alors, est-ce que de façon définitive, les juntes sahéliennes sont impuissantes face à la montée en puissance des groupes djihadistes? Non, elles sont en difficulté, toujours elles ne sont pas impuissantes. Définitivement, il faut l'espérer. Non, de façon définitive, on ne peut pas dire qu'elles sont impuissantes, mais on peut constater qu'elles sont en difficulté et elles sont mises véritablement en difficulté alors que ces juntes prétendent être venues pour mettre fin aux djihadistes, ce qui n'est pas le cas. Elles sont dans une situation de difficulté, on pourrait même dire qu'elles ont échoué. Mais il faut espérer que ce ne soit pas un échec et une impuissance de façon définitive. Le constat est qu'actuellement, elles sont en difficulté et plus d'1 an après au Niger, 2 ans au Burkina Faso, 4 ans, 6 ans bientôt au Mali, la rébellion, les djihadistes n'ont pas été neutralisés totalement. On nous dit l'armée monte en puissance au Mali. Bon, c'est une bonne chose. On souhaite que ça prenne fin quand même et que ce pays-là retrouve la paix, puisque c'est ce qu'ils disent qu'ils sont venus faire. Dans la province de Bandiagara, au centre du Mali, il y a un blocus imposé par les groupes islamistes. Oui, pendant que l'armée est à la frontière avec l'Algérie et qu'elle affirme monter en puissance et qu'elle largue des choses pour mettre de l'ordre, tout. Mais en même temps, voyez-vous, quand on voit la difficulté que la Syrie a eue, la difficulté que l'armée russe même a eue en Syrie, on se demande si la lutte contre les djihadistes avec les moyens aériens est la meilleure des solutions et la solution la plus efficace. D'autant plus que nos armées ne sont pas forcément très équipées, à l'instar des armées que vous venez de citer. Je parle de l'armée russe ou de l'armée syrienne, par exemple, qui ont des moyens aériens beaucoup plus importants. Tout à fait. Alors, Jean-Richard Nguesson, il y a une sorte de prise de confiance observée chez certains mouvements islamistes, notamment avec le Génim, qui se fait donc très agressif au niveau du Burkina Faso. Et récemment, on a une vidéo qui a été publiée par LSI Africa, dans laquelle l'un des chefs du mouvement menaçait ouvertement de monter sur Bamako et Ouagadougou pour aller y chercher les juntes au pouvoir. Aujourd'hui, moi, je m'interroge sur la capacité de ces différents dirigeants, que ce soit au Burkina, au Mali ou encore au Niger, à apporter la sécurité aux différentes populations. Une chose est claire, lorsque ces différents juntes-là arrivaient au pouvoir, ils avaient un langage, c'est d'apporter la sécurité aux populations. Quelques années plus tard, M. Alafé a dressé le tableau. Quelques années plus tard, ce qu'il nous a donné de voir, ce qu'il est loisible de voir, c'est qu'il y a une insécurité grandissante dans ces différentes régions. Et moi, je me pose la question sur cette capacité et sur les relations que l'armée malienne, l'armée burkinabé ou l'armée nigérienne a tissées avec Wagner. Ils ont présenté Wagner comme étant la solution, étant ce groupe-là qui allait permettre à l'armée malienne de monter non seulement en puissance, mais aussi de caler ou de repousser, de mettre hors d'état de nuit les djihadistes. Quelques années plus tard, force est malheureusement de constater que ces régimes peinent. Et il faut croire que les populations s'interrogent aujourd'hui, les populations sont plus ou moins sceptiques, ce qui contribue à fragiliser ces différents régimes, que ce soit au Mali,
que ce soit au Burkina ou encore au Niger, ils ont fait miroiter du rêve aux populations qui croyaient en ce junte-là, mais quelques mois plus tard, les populations sont dans la souffrance. S'alimenter, nous qui avons de la famille au Burkina, lorsqu'on échange avec certaines personnes du côté du Burkina Faso, aujourd'hui, le train de vie du citoyen lambda au niveau du Burkina Faso est difficile, les populations peinent à se nourrir et cela n'est pas fait pour rassurer non seulement le régime au pouvoir qui est dans une sorte de doute. Ils prélèvent toujours des taxes sur Une sorte des taxes de doute, citoyennes. et ce qui n'est pas fait pour arranger. Et puis les militaires sont plus ou moins sceptiques sur le front. C'est vrai qu'on espère véritablement que dans les mois à venir, les différents régimes, que ce soit au Burkina, au Mali ou encore au Niger, vont arriver à aboutir ces différentes attaques qui se perpétuent au fil des semaines. En effet, Wakili, il y a un constat qui est, c'est que après quand même 4 ans de présence au Mali, l'insécurité djihadiste semble prendre de l'ampleur. Alors que Wagner, tout à l'heure on le disait, qui a été brandi comme étant la solution miracle après le départ de l'armée française, est présente sur le terrain. Elle est également au Burkina et au Niger. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est qu'on constate que les limites d'une stratégie, parce que quand on fait appel à Wagner, en termes de ressources humaines et ressources matérielles et technologiques, si du point de vue technologique et matériel, c'est une bonne chose, la Russie pouvait donner les avions, les armes, les chars ou autres, mais du point de vue en ressources humaines, c'est un échec. C'est comme quand les Nord-Coréens vont en Ukraine. C'est un échec en termes humains. Je ne sais pas quel art de la guerre ils maîtrisent que les Russes ne maîtrisent pas. Les Nord-Coréens, c'est de la chair à canon. Donc, quand Wagner vient au Mali, des mercenaires, 1000, 2000, 5000, c'est un échec. Ça veut dire que l'armée malienne, c'était un aveu d'échec. C'était un aveu d'incapacité. Ils viennent à 5000, pas plus. Ça veut dire qu'une armée qui a 20, 30, 40 000 personnes n'est pas en mesure de combattre les djihadistes et elle fait appel à l'assistance de Wagner. C'était déjà le signe d'un échec. Ça ne pouvait pas marcher. Et ils sont venus avec quelle méthode? Tuer, tuer, tuer. C'est ça l'armée malienne ne peut pas faire. C'est ça les militaires maliens ne peuvent pas faire. L'arrivée de Wagner était déjà le signe de l'échec. Alors ça a été l'armée malienne avait peut-être davantage besoin de matériel, de quelques hommes pour former à ce matériel, et non de combattants. Puisque Wagner, c'était des combattants eux-mêmes. Ils allaient combattre. Mais ça veut dire que ceux qui sont là déjà, les Maliens, là, ils ne sont pas capables de faire le combat contre les djihadistes. C'était un échec, donc ça ne pouvait pas marcher. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut voir quelle est la meilleure des formules et se remettre en cause et surtout comprendre que la confiscation des libertés, la confiscation de la démocratie, la confiscation de l'état des droits, la confiscation de la liberté d'expression ne sont pas des éléments pour aider à combattre les djihadistes. On l'a vu, avec tout ce qui se passe, les partis ont été suspendus, ils ont été réintroduits, il n'y a pas de politique vraie, il n'y a pas d'élection depuis 4 ans, au Burkina depuis 2 ans, au Niger depuis 1 an, mais la guerre n'est pas gagnée. La guerre contre les djihadistes, la bataille contre les djihadistes n'est pas gagnée. On pourra faire 10 ans de coup d'État, elle ne sera pas gagnée. Et encore, qu'elle sera gagnée, il faudra bien revenir à la démocratie, aux élections. Plus tôt sera le mieux. Parce que les djihadistes sont des gens sans loi. Et pour leur parler de loi, pour leur parler de respect des droits de l'homme, pour leur parler de respect de l'état des droits, il faut que ceux qui les combattent soient déjà des gens qui respectent leur constitution. Quand on fait un coup d'État, on ne peut pas donner des leçons à un djihadiste qui veut que l'État disparaisse. Un coup d'État est un coup contre l'État. Donc vraiment, les gens sont souvent choqués, ils disent qu'on compare les djihadistes, les terroristes à des putschistes. On n'ira pas aussi loin, mais on dit qu'il faut être vertueux quand on combat les terroristes, parce que eux, c'est le diable, eux, c'est le Satan. Quand tu les combats, il faut être vertueux. Il ne faut pas être un hors-la-loi
comme eux aussi, ils sont hors la loi. C'est cela, la bataille pour la démocratie, parce que créer un désordre institutionnel et constitutionnel donne du grain à moudre aux djihadistes. Et on voit bien que les coups d'État, les accessions au pouvoir pour combattre le terrorisme ne sont pas parvenus aux résultats escomptés. Absolument. Moi, je souhaiterais Alors, rebondir assez rapidement. Vous avez posé la question relative à Wagner. En même temps qu'on aborde la question Wagner, moi, je m'interroge encore une fois de plus sur la capacité même de la Russie. La Russie est présentée certes comme une puissance nucléaire, mais aujourd'hui, est-ce qu'elle est véritablement une puissance militaire? parce que là, justement, juste une parenthèse, la Russie qui est enlisée, qui est embourbée actuellement en Ukraine, qui a du mal à s'en défaire, l'allié syrien qui vient d'être défait lourdement avec la chute de Bachar al-Assad, elle a été incapable véritablement d'appuyer ou d'empêcher la montée des groupes djihadistes sur Damas. Dans le même temps, la Russie qui ne peut pas venir en aide au Hezbollah au Liban, qui est aussi un allié stratégique dans la région. Effectivement. Alors cette même Russie-là, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait un peu la transition vers notre deuxième étape de ce débat, est-ce que cette même Russie-là est capable, en cas d'effondrement ou de menace sur la stabilité des régimes avec lesquels elle collabore dans le Sahel, d'intervenir pour leur venir en aide? Moi, je m'interroge parce que la Russie de plus en plus montre ses limites, ses incapacités. Vous avez cité, vous avez pris des exemples assez parlants à l'instant. Et lorsqu'on voit ce qui se passe au Mali, au Burkina ou encore au Niger, Wagner montre son incapacité une fois de plus. C'est vrai que la Russie est une puissance militaire. On nous l'a brandi avec plus de 700 000 militaires, avec plus de 3 millions de réserves. Mais lorsqu'on doit se faire la situation en Ukraine, on est plus ou moins largué, déçu. Avec une seule guerre de haute intensité, ça semble être difficile pour la Russie de s'en sortir. Je m'interroge sur sa capacité de venir véritablement en aide, non seulement au Burkina, au Mali ou au Niger. Je m'interroge. Cela dit, j'espère, au regard de cette situation, que les différents jeunes au pouvoir, au Mali, au Burkina et au Niger, vont essayer de remobiliser les troupes, avoir des partenaires militaires ça et là, pour amener eux-mêmes leurs propres militaires à bouter hors d'état de nuit les différents djihadistes. Alors, juste avant de passer donc au second sous-thème de notre émission, concernant donc les risques d'effondrement, est-ce que, Alafé Ouakili, vous entrevoyez peut-être, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le même schéma que le Moyen-Orient, mais est-ce que vous entrevoyez éventuellement un scénario à la Bachar el-Assad, peut-être pour Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Non, je n'entrevois pas cela et il ne faut pas le souhaiter. Mais le risque, c'est peut-être un scénario libyen, avec des factions, chacun une partie du territoire, ou un scénario soudanais. C'est le risque qui guette le Mali. Et je ne pense pas que ce soit identique au schéma syrien. Et c'est même un scénario plus dramatique. Parce que en Syrie, même si c'est des islamistes qui prennent le pouvoir, ils arrivent à préserver l'État central, l'État unitaire qui reste. Et puis, bon, il y a des règles internationales dont ils ne vont pas totalement s'affranchir. Ils l'ont annoncé d'ailleurs dès leur entrée à Damas. Malgré l'idéologie islamiste, tout. Et puis, bon, il y a des équilibres au niveau régional avec lesquels il faut compter. Donc, je ne vois pas une force assez bien organisée, parce que, voyez-vous, les islamistes, les djihadistes au Mali, dans ces pays, ils n'ont pas en dehors peut-être du Mali, une partie qui voulait les revendications autonomistes, ils n'ont pas une organisation politique visant à revendiquer la prise du pouvoir central. C'est peut-être ça aussi qui arrange les juntes au pouvoir, qui exagèrent, qui dramatisent et qui ne jouent pas bien finalement. Parce que les djihadistes, là-bas, à ma connaissance, n'ont pas manifesté une volonté de conquérir l'État central.
Assez tout récemment, hein, il y en a, j'ai parlé d'un C'est chef de récent, Génime c'est récent. Ils vont affirmé, marcher, qui a menacé ils vont de prendre marcher, ils vont Ouagadougou. faire, mais ils n'en ont pas eu encore la capacité et ni des alliés pour travailler dans ce sens. C'est des groupes armés qui vivent de petites opérations, de tout ça et là, et l'illégitimité constitutionnelle des régimes actuels, à mon avis, constitue des alliés et des atouts pour ces groupes-là, pour changer de cap. Ils peuvent simplement dire, voyez-vous, ces troupes djihadistes-là peuvent simplement changer de perspective. Au lieu de dire, ces djihadistes qu'ils combattent pour l'islam, pour Mahomet ou pour autres, ils peuvent dire qu'ils combattent pour la démocratie, ils peuvent dire qu'ils combattent pour l'état des droits, ils peuvent dire qu'ils combattent pour les élections et que les poutistes qui sont là-bas sont des hors-la-loi qui n'ont pas leur place au pouvoir et demander le soutien de la communauté nationale et internationale pour bouter hors du pouvoir de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey les poutistes. Comme ça a été le cas en Syrie justement avec le groupe HTS qui a changé de paradigme idéologique. Donc, attention, quand nous disons que les poutistes sont des alliés des djihadistes, on ne nous prend pas au sérieux, on ne nous écoute pas. Mais il suffit que ces djihadistes changent de paradigme et aient des idéologues en leur sein pour dire notre combat, ce n'est pas un combat islamiste et uniquement religieux. C'est un combat pour la démocratie et qu'ils prennent des engagements dans ce sens. Qu'ils poussent, mais comme eux-mêmes peut-être ne sont pas des démocrates, ce serait opportuniste, ils ne croient pas en la démocratie aux élections, sans doute. Mais imaginons ce glissement idéologique, cette rupture, comme dirait d'autres, épistémologique et stratégique. Vous voyez les dégâts que cela peut faire, à condition qu'ils y croient eux-mêmes vraiment et que ce ne soit pas uniquement de l'opportunisme. Le nouveau chef d'État syrien est devenu fréquentable, hein, lui qui est fondateur du groupe Al-Nosra, un groupe djihadiste très radical dans un passé récent. Alors Jean-Richard Nguessan, il y a, tout à l'heure j'évoquais donc des menaces de déferlement sur Ouagadougou et Bamako, émanant de la part d'un chef militaire du Génime. Est-ce que vous y croyez avec la montée, la multiplication des incidents sécuritaires auxquels on assiste aujourd'hui et face auxquels les militaires semblent véritablement en difficulté? Vous savez, selon l'indice national du terrorisme, le Mali, le Burkina, le Niger font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme. Et lorsqu'on regarde ce même rapport, aujourd'hui, 50% de la population dans ces différentes régions ont autour de 15 ans. Et force est de constater malheureusement que la quasi-totalité des écoles dans une partie du Mali, du Burkina ou encore du Niger sont fermées. C'est un terrain assez fertile pour le recrutement non seulement des jeunes, non seulement des personnes qui... On sait que dans ces régions du Mali, du Burkina ou encore du Niger, il y a la paupérisation et c'est un terrain assez fertile pour ces groupes djihadistes. C'est pourquoi, pour ma part, il y a cette crainte. Il y a cette crainte que ces groupes terroristes-là puissent avoir de la matière, puissent avoir des personnes, puissent avoir des soutiens de taille pour déferler sur ces régimes. J'ose espérer qu'au niveau du Mali, du Burkina ou encore du Niger, ces différents jeunes vont pouvoir aller tout doucement à la démocratie, ce qui va permettre de consolider le pouvoir central. Alafé Wakili, c'est un projet qu'on évoquait il y a cela quand même quelques années, 2015-2016, lors de l'éclosion ou de l'expansion du phénomène djihadiste au niveau du Mali, et qui semble refaire surface. La perspective, donc, ou le projet politique de l'établissement d'un califat. On l'a créé en Côte d'Ivoire, finalement avec, il y avait un mouvement, là je crois que c'était, j'oublie un peu le nom du mouvement, qui avait commencé à se signaler aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous qui sommes au niveau du Golfe de Guinée, est-ce qu'on peut dire que nous avons à craindre une telle perspective dans les années à venir au cas où éventuellement les jeunes se maintenaient que sociopolitiquement ça venait à imploser à l'intérieur de leurs frontières? Bon, c'est des menaces qui demeurent, qui sont prises au sérieux par
les États et les services de sécurité qui S'il y avait travaillent. jonction entre les groupes terroristes, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais si ce schéma-là... Ça existe, des venait à- contacts existent, une jonction de force, bon. Ils se combattent actuellement, hein, Al-Qaïda, mais si éventuellement ils venaient à se mettre ensemble dans une dynamique unitaire. Ce risque existe, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils doivent peut-être faire eux-mêmes des ruptures stratégiques, épistémologiques et idéologiques pour avoir de nouveaux paradigmes, de nouveaux discours, au-delà, je vous dis, du discours uniquement islamiste et religieux. Vous parlez de califat. Bon, tant que ça restera peut-être ça, ils auront du mal certainement à mobiliser davantage, parce qu'ils auront du mal à mobiliser davantage de population et la terreur, de mon point de vue, ne sera pas suffisante pour gagner. Parce que le terrorisme, le djihadisme, c'est la terreur, c'est la violence. La violence uniquement, la violence sans soubassement idéologique, sans stratégie politique claire, ne pourra pas conduire à créer un véritable califat. Il faut un projet politique. On n'a pas connaissance d'un projet politique universel fondé sur le bien-être des populations en dehors de l'aspect religieux qui est mis souvent en avant. S'il y a un projet politique, quel que soit le nom qu'on donnera, califat ou autre, État islamique ou je ne sais pas, République musulmane et islamique, je pense que oui, certainement ils viendront au bout de ces régimes militaires. Comme les régimes militaires viennent au bout des régimes démocratiques qui sont dits corrompus ou indignes, qui ne prennent pas en compte les préoccupations des populations. Ce n'est pas parce qu'on est militaire, ce n'est pas parce qu'on est militaire et alors qu'on ne prend pas en compte les aspirations profondes des populations, alors que la corruption qu'on prétendait combattre n'a pas disparu, alors que le favoritisme et un certain nombre de choses n'ont pas disparu. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas islamiste que durablement la population va adhérer. Donc si les djihadistes jouent cela, peu importe le nom qui sera donné à leur organisation, à leur prise en main, à leur capture de l'État central, mais ce risque-là demeure et c'est l'occasion d'interpeller ces autorités-là pour leur dire de prendre les dispositions pour donner la parole au peuple. Le meilleur rempart contre le terrorisme, c'est la population. Au-delà des armes, c'est la population. Très bien. Alors Jean-Richard, on termine avec vous. Dans un schéma similaire à celui que l'on vient d'assister, à celui auquel on vient d'assister donc en Syrie, est-ce que si éventuellement ces groupes-là changeaient de paradigme idéologique et que, comme vient de le dire Alafi Wakili, ils se donnaient un autre visage, une autre démarche au niveau de la communauté internationale, est-ce qu'il pourrait susciter des ralliements au sein des forces armées, par exemple, qui se diraient, mais voilà une alternative? Effectivement, c'est en cela que nous appelons à la démocratie, à l'état de droit. Et nous espérons que ce soit dans ces... Excusez-moi, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore au Niger, on va aller rapidement à des élections pour qu'on ait au pouvoir un président légalement établi, ce qui pourrait ralentir, freiner ces différents assauts. Mais au regard de la situation aujourd'hui, je ne crois pas que IB ou encore Assimi Goïta ou encore Tchiani est prêt à aller aux élections, soit prêt à aller aux élections. Et ça, c'est dommage. Très bien, merci à vous d'avoir été là. Merci à vous, Alafi Wakili. Merci à vous également, Jean-Richard Nguessan. Merci aussi à vous qui nous avez suivis pour ce numéro de Devoir de vérité. Je rappelle que nous débattions justement du risque de l'établissement d'un califat aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Débat très enrichissant. On va se dire au revoir et à très bientôt.